Le mois dernier, vous le savez, vous vous en souvenez, nous avons entamé une nouvelle conférence et avec elle un nouveau cycle, une nouvelle session dans notre parcours, une session consacrée à la politique, qui est, comme chacun le sait, la forme la plus haute de la charité, n'est-ce pas? Le frère François Daguet, un autre homme en blanc, est venu porter pour nous une réflexion exigeante, fondatrice même, sur les tensions, ou certaines des tensions qui traversent notre époque, et, comme il le disait, des tensions qui font émerger une véritable religion de l'humanité. C'était le propos de la dernière fois. Et pour introduire cette nouvelle marotte, finalement, de notre temps, il lui a fallu rappeler que, depuis Socrate, la pensée politique est structurée par une espèce de dialectique entre le singulier et le collectif. Et que chaque époque, au fond, cherche une réponse adéquate, une traduction à un bon équilibre entre ces deux pôles. Un rapide parcours historique lui a permis de montrer combien cet équilibre a été, d'après lui, à travers les âges, essentiellement maintenu. Depuis les cités grecques, pour le rappeler très rapidement, qui ont évité toute démesure d'un côté ou de l'autre, aux royaumes qui ont su se tenir, nous disait-il, éloignés de la tentation impériale, qui aurait favorisé l'une de ces polarités. Depuis les Lumières, deux tendances se sont affirmées. Celle qui minore l'appartenance à une communauté et celle qui, au contraire, recherche cette visibilité d'un groupe en particulier. Chacune de ces polarités, et nous reconnaissons bien sûr sous ces couleurs sans peine la droite et la gauche, porte, nous disait-il, son propre potentiel de perversion, d'exagération. Le nationalisme pour la première, l'idéologie pour la seconde. Régulièrement, pourtant, l'une de ces aspirations est davantage reconnue, entendue, promue que l'autre. Ainsi, par exemple, du colonialisme, qui dénonce, et sans doute avec des arguments, disait-il, la dimension nationaliste, mais ne fait pas droit, oublie l'autre polarité, et étonnamment la volonté d'un Jules Ferry d'apporter la civilisation au monde, par exemple. La figure tutélaire de notre pays, dont nous entendons parler régulièrement, le général bien sûr, était lui-même héritier de ces deux tendances, de ces deux pôles, comme en témoignent, comme en ramassaient, deux expressions qui ont fait florès et qui étaient siennes. La France vouée à une destinée éminente, et on voit bien l'une de ces polarités dans cette expression, mais aussi le pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde, qui fait droit à l'autre de ces polarités. Donc il était peut-être lui-même dans cet équilibre. Aujourd'hui pourtant, et c'était le point suivant de son propos, cet équilibre qui a perduré à peu près, vaille que vaille, à travers les siècles, est gravement compromis, avec un tropisme dominant vers l'individualisme, pour les personnes aussi bien que pour les groupes, à travers le jeu, l'exercice des lobbies. À tel point, ceci est tellement exacerbé, nous disait-il, que au fond, la seule communauté dont se satisfont les individus, nos contemporains, c'est finalement l'humanité tout entière. Donc on voit une sorte d'extrémité dans ce pôle. Il pointait comme cause, une des causes de cette évolution, la déconstruction autour de la figure de Derrida. Le frère faisait observer en outre que la préoccupation, la polarité universelle qui était portée, qui devrait être toujours portée par le christianisme, alors qu'elle est, pour le croyant, renvoyée au surnaturel. C'est dans le surnaturel qu'on fait droit, nous croyants, à cette dimension universelle, et bien par une sorte de legs paradoxal au monde, elle est ramenée au plan naturel dans les appétences de notre temps. En raison de quoi, finalement, nouveau paradoxe, cette tendance, qui vient de l'Église, qui est bonne en elle-même, risque de tout miner.
Et le frère nous disait également que le monde chrétien peut lui-même être atteint par cette religion humanitaire. Chacun devant, par exemple, être l'ami de tous. La pluralité religieuse étant à ce titre parfois même présentée comme voulue en elle-même par Dieu. Ceci alors que la Bible regorge d'exhortations à la différenciation et même à la discrimination, nous disait-il, alors qu'Israël est contre-distingué de tous les autres peuples, comme étant bien sûr le peuple élu, alors que Jésus lui-même ne dit jamais de ne pas avoir d'ennemis, mais de les aimer, ce qui est bien différent. Et le frère concluait son propos en faisant référence à ce livre d'Alain Besançon, Les trois tentations dans l'Église, un livre assez ancien, par ce qu'il considère comme une tentation pour l'Église de plaire au monde et de nous exhorter, sans chercher bien sûr à nous rendre à plaisir détestable, à affirmer au moins notre différence sans honte ni peur. Et voilà donc une conclusion dont mon intuition me dit que notre invité ne la reniera peut-être pas, nous verrons. En effet, avec ces saines et profondes bases et réflexions, nous voici mieux armés pour comprendre ces questions, pour comprendre peut-être mieux ces tensions, et passer, si j'ose dire, aux travaux pratiques. Car vous vous souvenez bien sûr que cette année, nos sessions sont formées de duos de conférences, l'une davantage fondatrice et l'autre plus incarnée. C'est donc évidemment cette deuxième dimension qui va nous occuper ce soir, puisque nous avons la chance et la joie d'accueillir un homme de terrain, si je puis dire, M. Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, un homme politique qui vient témoigner pour nous. Témoigner, mais au fait de quoi? De la difficulté qu'il y a à affirmer ses convictions dans une époque, et peut-être dans un univers politique en particulier, vous nous le direz, qui a parfois perdu de vue le sens de ce mot au profit d'une fluidité, d'un relativisme, voire peut-être d'un opportunisme qui semble beaucoup plus répandu. Témoigner du hiatus qui peut exister en politique entre les convictions précisément et la dure réalité du consensus, de la nécessité de ne pas se compromettre, de ne pas en rabattre sur la voie de sa conscience, tout en faisant avancer et en promouvant ses idées. Du jeu des rapports de force, du dilemme où l'on se trouve, par exemple, à choisir un grand parti établi et visible, mais où ses propres idées seront diluées, voire trahies. Ou de porter ses idées sans compromis ni compromission, dans un parti, dans un cadre plus réduit, fidèle à ses convictions, mais beaucoup moins visible et sans espoir peut-être de concrétisation. De la violence de la vie politique, encore, qui ne pardonne rien, et de la force d'âme qu'il faut peut-être pour y faire face. Des frustrations sans doute que l'on rencontre, mais aussi des joies, j'imagine, de voir parfois, peut-être souvent, ces efforts récompensés. Des stratégies tactiques, méthodes et autres astuces qui permettent de ne pas se voir renvoyer aux marges si l'on porte des idées qui ne font pas recette à un instant donné, de porter un témoignage efficace, de défendre une vision de l'homme qui n'est plus aujourd'hui comprise, de parler seulement à un monde qui n'a peut-être même plus le même langage que nous. Comment au fond garder cette cohérence entre nos pensées et nos actes, entre notre conscience et ce par quoi on doit composer? Eh bien, monsieur le maire, c'est vous qui allez nous le dire et nous vous écoutons attentivement. Merci, vous avez modifié votre conclusion. C'est vrai. Je ne vais pas vérifier. Bonsoir messieurs, dames. Est-ce que le son est bon? Oui, parfait. Merci de venir ici pour cette soirée. Je suis très heureux de revenir à Toulouse pour la seconde fois, puisque à l'invitation de Anne et de Marie, j'étais intervenu il y a quelques années déjà, c'était dans un autre cadre.
et je suis là devant vous ce soir. Les propos qui ont été tenus, et merci de cette présentation et introduction, sont pour ma part non pas stratosphériques, ce serait désobligeant pour la personne qui a prononcé la conférence la semaine dernière ou le mois dernier, mais à un très haut niveau. Je ne suis que maire d'une ville de 28 000 habitants. Donc ça va nous faire redescendre, effectivement, dans une forme d'incarnation qui n'est pas, je dirais, à l'échelle de la réflexion qui a été menée, mais je pense que dans mon propos, vous retrouverez des allusions, ou en tout cas des réponses, ou des manières d'essayer de vivre ce qui a pu être indiqué. Je voudrais peut-être très rapidement me présenter à vous, même si peut-être que certains ont été voir Google pour leur demander qui j'étais. En 2 mots, je suis un pur produit de l'échec scolaire républicain, ce qui fait qu'à l'âge de 16 ans, je n'ai pu que partir dans la marine marchande. J'avais la chance d'être sous-marin par ailleurs, et je suis parti pendant 10 ans faire le tour du monde, et à part le Pacifique, j'ai fait toutes les autres mers. Et donc, j'ai pu voir énormément de pays, de systèmes politiques, économiques, culturels, religieux. Et les gens qui me disent, mais monsieur le maire, entre la marine marchande et mer de Montfermeil, quel changement? Je dis non, j'ai été chez les autres, ils sont chez moi, et c'est le même dialogue qui continue. Et donc, il y a un fil rouge absolu. Premier point. Deuxième point, je suis un bébé Jean-Paul II, une adolescence donc un peu violente, on va le dire comme ça. Jean-Paul II, les petites feuilles bleues le jeudi ou le mercredi sur la théologie du corps, à l'adolescence, c'est des choses qui vous intéressent. Et puis sa première encyclique, Laborem Exercens, qui venait fêter les 100 ans de la première encyclique sociale. Et j'en étais déjà à ma 3e compagnie maritime, à avoir un peu bourlingué, et je suis tombé dans cette lecture et je me suis dit, mais voilà, ça éveille des choses, ça met en perspective ce que je vis à travers les rencontres que je fais lors des escales. Et on a beaucoup de temps à bord, puisque une fois que vous avez fait vos 8 heures de quart, il vous reste quelques heures à combler. Et donc j'ai pu lire l'ensemble des encycliques sociales et m'intéresser à la doctrine sociale de l'Église. Et j'ai tenté, je dirais, toutes ces années de rester, je dirais, branché et en veille active sur ce sujet-là. J'ai la chance aussi d'avoir beaucoup lu. Je le dis, je le dirai pourquoi, parce que bien évidemment à la sortie de cette soirée vous allez tous vous dire je me présente, voilà, et donc ce sera parfait puisque ça a été rappelé, c'est la forme la plus haute de la charité, mais je crois que pour exercer un mandat quel qu'il soit, il y a un minimum, me semble-t-il, de formation, ou en tout cas à travailler les sujets sur lesquels nous sommes amenés à intervenir, parce qu'un sujet n'est jamais technique, il passe par des phases techniques, mais il a toujours des ressorts qui sont bien plus profonds que la technique, et il faut les posséder et les connaître. Et donc, voilà. Et même des fois, sur un certain nombre de sujets, et j'en évoquerai avec vous, et donc je serai une partie de mon intervention, souligneront et mettront en exergue, je vous détaillerai, le moment où, entre des convictions personnelles et le rôle que la loi me fait jouer, eh bien, il y a un hiatus, une difficulté, d'où nécessité de creuser bien sûr le sujet, j'y reviendrai, voire même, s'il le faut, de se faire accompagner des personnes qui vous aident à discerner pour que la décision prise soit la plus ajustée possible, qu'elle ne crée pas de scandale, mais qu'en même temps, on ne soit pas dans la compromission, le compromis peut-être, mais pas la compromission. J'y reviendrai, voilà. Donc formation et être accompagné et conseillé. Par ailleurs, donc c'est mon 4e mandat comme maire de Montfermeil, j'ai été élu en 2002, donc ça va faire 20 ans. Je passe au premier tour avec 60% des voix, c'est une ville qui vote à gauche sur les élections nationales et sur la députation à 60% à gauche. Voilà. Il se trouve que sur les municipales, c'est l'inverse. Santé. Votre petit rosé, monsieur le curé, est très bon, mais... Alors, par ailleurs, j'ai d'autres fonctions, et si je les mentionne, c'est que tout à l'heure, c'est dans le cadre de ces responsabilités-là que j'ai pu avoir à discerner de manière plus sérieuse.
Nous avons le plus gros hôpital de la Seine-Saint-Denis sur Montfermeil, donc 650 lits, 2300 salariés. Je suis donc président du conseil de surveillance. Je préside également une intercommunalité de 14 communes qui représente 400 000 habitants. Donc c'est un territoire de la métropole du Grand Paris, et je suis vice-président de la métropole du Grand Paris, donc qui fait 7,5 millions d'habitants, et j'ai en charge l'économie circulaire et sociale et solidaire. Donc c'est mon côté bobo, ça ne se voit pas, mais c'est ici. Et c'est un sujet passionnant, et je vous invite vraiment à vous plonger dans ces choses-là. Personne n'a le monopole de ces sujets. Voilà. Bon, et je tiens ma formation, en tout cas technique, politique je l'ai parfaite ailleurs, mais d'Antoinette Gull, je peux la citer, maire adjointe d'Anne Hidalgo, grande écologiste devant l'éternel, mais voilà, on a su se retrouver sur des sujets, et c'est elle qui, il y a quelques années, m'a formé sur l'économie circulaire, sociale et solidaire. Après, j'ai potassé par moi-même ces sujets-là. Voilà. Alors, là, la présentation du bonhomme rapidement faite. Il y a beaucoup de papiers, n'ayez pas peur, je ne vais pas tous les lire. C'est juste que j'ai été prendre, j'avais l'habitude de faire pas mal de conférences, et j'ai été prendre dans différentes d'entre elles, notamment lorsque je suis intervenu il y a quelques années à l'école de guerre. Il y avait tout un cycle d'une semaine pour les élèves, et le thème de la semaine, c'était la responsabilité juridique et morale de l'homme public. Voilà. Et on n'est pas très loin de notre sujet, et donc je vais piocher dedans, j'ai d'autres sources, et j'irai également me servir dedans. N'ayez pas peur. Je vais rappeler ce que certains papes ont pu dire sur l'engagement des chrétiens en politique. Les fidèles laïcs ne peuvent absolument pas renoncer à la participation à la politique, à savoir à l'action multiforme, économique, sociale, législative, administrative, culturelle, qui a pour but de promouvoir organiquement et par les institutions le bien commun, affirmait Jean-Paul II dans son exhortation apostolique du 30 décembre 88. Première conclusion, il n'y a pas besoin, pour faire de la politique, d'avoir une écharpe au cou. Chacun, dans la perfection de son devoir d'État, là où nous sommes, nous faisons de la politique. Si vous avez dans un village un bon maire, mais que tous les boulangers sont mauvais, ben c'est pas parce qu'il y a un bon maire que le pain sera bon. Voilà. Par contre, s'il y a des bons boulangers et un mauvais maire, ben le pain sera bon, mais il y aura peut-être d'autres choses mauvaises. Donc chacun, nous apportons l'action multiforme, économique, sociale, législative, administrative, culturelle, qui a pour but de promouvoir organiquement et par les institutions le bien commun. Donc, on se détend, ça peut être le mandat, avec la compétition politique, etc. Ça peut être ça, mais pas nécessairement. Et moi, je suis redevable en tant que maire de ce qu'apportent, par exemple, toutes les associations, qu'elles soient sportives, culturelles ou autres, sur une ville, dans toutes les villes de France. S'il n'y avait pas ce tissu-là, organique, qu'est-ce qu'on ferait? Et ainsi de suite. Et pareil pour les familles, etc. Bien. Donc ça rassure déjà sur l'écharpe. Mais la politique, personne ne peut y échapper. Dans l'encyclique Mater et Magistrat, le pape Jean XXIII indiquait « Le bien commun embrasse l'ensemble des conditions de vie en société qui permettent à l'homme d'atteindre sa perfection propre de façon plus complète et plus aisée. » L'ensemble des conditions de vie en société. Voilà. Donc là aussi, redondance. Le pape François, devant des milliers d'élèves en 2013, réaffirmait que la politique est la forme la plus haute de la charité car elle cherche le bien commun. Il rajoutait ensuite « Les laïcs chrétiens ont le devoir de s'enfoncer dans la politique. La politique, c'est sale, mais elle est peut-être sale parce que les chrétiens ne s'y impliquent pas. Oui, la politique, ça peut être sale. » Et il continue. Dans une autre intervention, le pape, toujours François, invite les hommes et les femmes engagés en politique, surtout ceux qui sont chrétiens, à être courageux, parce que la politique est une sorte de martyr quotidien, chercher le bien commun sans se laisser corrompre. Faire de la politique est important, et on peut devenir saint en faisant de la politique. Il y a un certain nombre d'ailleurs de saints qui sont des hommes politiques, non des moindres, Thomas More notamment, mais il y en a bien d'autres, qui ont été portés sur les autels. Faire de la politique est important, on peut devenir ça en faisant de la politique, cela signifie porter la croix de tous les échecs et aussi porter la croix des nombreux péchés,
Parce que dans le monde, souligne le pape, il est difficile de faire le bien au milieu de la société sans se salir un peu les mains ou le cœur. Si le Seigneur t'appelle à cette vocation, fais de la politique, disait encore le pape. Cela te fera souffrir, cela te fera peut-être pécher, mais le Seigneur est avec toi. Demande pardon et va de l'avant. Mais ne laissons pas cette culture du rebut nous rejeter tous. Elle rejette aussi la création, parce que tous les jours, la création est davantage détruite. Voilà. On peut avoir peur de la politique. C'est un monde impitoyable. C'est le lieu où les passions humaines s'exacerbent le plus. Une fois que vous le savez, eh ben, voilà, il y a la confession, et c'est pas fait pour les chiens. Voilà. Non mais c'est sérieux, on va rentrer un peu plus dans le détail. Je voudrais, je change de document, mais un peu dans cette première veine, continuer sur les responsabilités donc, de maire, et vous faire comprendre qu'un maire, il est élu par une population, sur un programme, sur une personnalité, certes, mais il est aussi agent de l'État. Il est officier d'état civil, il est officier de police judiciaire, même si c'est un peu tombé en désuétude, mais on a le droit de s'en servir, et je m'en sers sur ma ville, puisque je procède à des interpellations s'il le faut. Mais, voilà, donc on est tiraillé entre agent de l'État et maire, élu sur un programme. Donc je vous lis rapidement ce passage-là. Dans ce qui va suivre, j'exposerai donc de manière synthétique les principaux axes des interventions d'un maire, interventions qui n'ont pu s'échafauder et être mises en œuvre qu'à l'intérieur d'une très étroite politique partenariale. Un maire, c'est rien, c'est 50 partenaires autour, et c'est un chef d'orchestre de tous les partenaires pour essayer de faire vivre une commune ou une intercommunalité ou éventuellement une métropole. Pour autant, s'il n'avait fallu avoir recours qu'à ces interventions très balisées, je prétends que nous n'aurions ni obtenu les résultats réellement atteints à ce jour, et que de surcroît, il n'y aurait pas eu une grande pérennité aux effets positifs que nos actions collectives auraient pu tout de même permettre. Tout à l'heure, je prendrai un exemple concret, la politique de la ville en France. Je suis très triste de ce que nous avons fait, car il y a beaucoup de moyens financiers, beaucoup de moyens humains mobilisés, mais nous nous sommes interdits d'aller là où les enjeux se jouent dans nos quartiers, dans nos banlieues, dans nos quartiers, et il y en a partout. Je crois qu'à Toulouse, on en avait quelques-uns aussi. Ce n'est pas l'apanage de la région parisienne. Si on refuse d'aller sur le terrain culturel, sur le terrain de fond, et que l'on ne s'occupe que des conséquences, on met beaucoup d'argent, et tous les ans, la Cour des comptes dit tout ça pour ça. Et certains candidats peuvent dire, je retire tout ce qu'on met dans les quartiers et je mets tout dans la ruralité. On pourrait peut-être se poser la question, comment faut-il utiliser ces fonds et sur quel enjeu aller? La question de l'école, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, la première école Espérance banlieue, c'est à Montfermeil, sur une commande que j'avais faite à deux amis, Éric Mestralet et Anne Coffinier, avec 3 difficultés. Les bouffons, c'est les premiers de classe qui se sont cassés la gueule à la récré, parce que être premier de classe dans ces écoles, c'est faire allégeance au pays d'accueil, et ça ne se fait pas. Et donc ce sont des gamins qui sont obligés de mal travailler pour être tranquilles à la récré. Les agités, c'est tous ces enfants qui sont dans les dispositifs de réussite scolaire, sauf qu'un jour, je les ai eus dans mon bureau pour leur parler de la ville, puis alors, je suis un ancien marin, donc j'ai des grandes photos aériennes, des grandes cartes dans mon bureau, et pendant 2 heures, 2 heures et demie, ils me posent que des questions intéressantes, et me disent « Ah, monsieur le maire, t'as dit ça tout à l'heure, et là tu dis ça, tu te mens, là, tu nous racontes des... » Attends, je t'aurais expliqué. Ah, d'accord, ok, bon. Donc les gars qui suivent, qui comprennent, qui pigent et qui sont intelligents. Et je me dis, ils sont dans le dispositif de réussite éducative. Alors ça m'a rappelé quelques souvenirs personnels. Bon. Et quand le commissaire vient me voir, il me dit « Monsieur le maire, avant, c'était les bourrins qui tombaient dans la délinquance. Mais maintenant, c'est vos jeunes les plus intelligents qui rentrent dans la délinquance. Et c'est beaucoup plus compliqué pour nous. Et ils y resteront beaucoup plus longtemps que les autres. » Ça interpelle. Donc ça, c'est les agités. Et puis après, c'est toutes ces familles, de culture ou de confession musulmane, qui sont heurtées, par exemple, de la théorie du genre à l'école, et qui n'en veulent pas pour leurs enfants. Et qui disent, nos enfants, on veut les protéger. Qu'est-ce qu'elles font, ces familles?
Elles se groupent, elles montent des associations, elles chargent des terrains, et elles montent des écoles coraniques. Ou alors elles font l'école à la maison. Farida Belgoul, les journées de retrait de l'enfant à Montfermeil, c'était la moitié des enfants qui n'étaient pas à l'école. Le vendredi matin, c'était les mamans qui discutaient avec les directions. Le lundi, c'était les papas. Et le lundi soir, c'était le préfet qui venait dire aux parents « Rassurez-vous, les ateliers du genre, il n'y en aura pas chez vous. » Eh oui. Mais si personne ne répond à ça, eh bien, ce sont des gens qui s'auto-organisent et qui s'auto-organisent en marge de la société dans laquelle ils vivent. Donc on peut décrier le communautarisme, mais est-ce que certaines de nos mesures ou certaines de nos actions n'engendrent pas ce communautarisme? Donc, dans le cadre de la politique de la ville, c'est vrai que ces sujets-là, on ne les aborde pas comme ça. Mais Espérance banlieue, en même temps, j'ai été soutenu par l'État local, pas au niveau des ministères, mais au niveau local, parce qu'ils savaient et ils voyaient ce que l'on voulait faire. Ce n'était pas dans le manuel, ce n'était pas dans la notice, mais ça répondait à un besoin, et ça a été fait. Voilà, je prends cet exemple-là pour illustrer ça. Ainsi, nous verrons se dessiner peu à peu une situation où la responsabilité juridique et morale ne se confondent plus tout à fait. C'est là qu'il a fallu, en conscience, prendre des initiatives moins balisées en toutes choses. Il y a l'esprit et la lettre, et le respect d'un strict formalisme ou d'un strict juridisme, ce que j'apparenterais à la lettre, peut tout simplement stériliser, empêcher aux bonnes actions de produire leurs effets. À l'opposé, nous guette très rapidement l'écueil de la finalité qui justifierait l'emploi de tous les moyens, ce qui, d'une autre manière, tuerait tout à fait l'esprit des bonnes actions par ailleurs menées. Où se situer? Comment agir? Comment éclairer sa conscience? Pour ce qui me concerne, et en chacun des sujets sur lesquels ma conscience a buté, j'ai eu la possibilité de m'accrocher solidement sur des textes de référence aptes à apporter, en la matière concernée, le discernement nécessaire. Le discernement apporté à la conscience est à ne pas confondre avec la compréhension que les diverses autorités peuvent avoir de vos actions. Le discernement intérieur, c'est ce qui fonde votre décision, quels qu'en soient les risques et les conséquences. Ça n'a rien à voir comment je vais pouvoir vendre le truc aux autres, ou faire croire que... Alors, il ne s'agit pas d'être stupide, et voilà, on peut être intelligent dans l'explication qu'on donne des choses, mais c'est deux choses différentes. Voilà. Cela peut même vous exposer, durant un temps du moins, de sérieux démêlés, à de blessantes incompréhensions, à de violentes hostilités, à des risques juridiques très importants. Si gouverner c'est prévoir, il n'est pas toujours confortable d'avoir raison avant que les faits, souvent alors hélas tragiques, ne confirment aux yeux de tous la pertinence de l'analyse et du comportement adopté. Alors je vais rentrer dans quelques exemples plus précis. Alors avant cela, 1 et 2, voilà. Je vais aller un cran plus loin et ensuite je rentrerai vraiment sur un certain nombre de politiques très concrètes. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est Henry Hude, qui m'a beaucoup aidé. Non seulement j'ai lu ses bouquins, mais quand j'ai un problème, ça fait partie de ces gens que je consulte pour essayer d'éclairer une situation. Et je vais vous lire quelques extraits du livre « L'éthique des décideurs ». De nos jours, le progrès moral s'identifie à l'extension de la permissivité qui devient la morale même. Toute non-permissivité est une discrimination et une atteinte aux droits de l'homme. Une révolution s'effectue ainsi contre ce qu'on appelle nous la vraie morale, au nom de la nouvelle morale qui se fonde sur cette fausse vérité éthique. Il n'y a plus de vérité éthique. La seule autorité légitime est celle qui détruit les autorités non permissives et qui garantit ainsi la pérennité d'un ordre moral, rationnel, permissif. Allons plus loin. La dérégulation va s'étendre dans les esprits plus loin et plus vite que dans la loi, surtout chez les jeunes, plus absolus d'esprit et qui n'ont souvent rien connu d'autre que le nihilisme actif. Nous allons aussi vers la violence pure, nous sombrons dans n'importe quoi. La toute première chose à faire est de récupérer la liberté de penser avec le principe de réalité. Il s'agit aussi de récupérer les moyens d'une certitude morale raisonnée. Le courage d'un homme ou d'une femme politique sincèrement attachée au bien commun dans une démocratie consiste à oser revenir franchement sur le terrain de l'éthique, non pour faire l'éloge des bons sentiments, mais pour rappeler que l'éthique des vertus est le véritable centre du bien commun d'une société libre.
Autrement, l'égoïsme vide de sens la notion de bien commun et engendre la violence. La violence nourrit l'insécurité, et l'insécurité s'étend à tel point que pour tenter en vain de mettre la société en sécurité, on finit par détruire la liberté. Voilà. Alors, c'est pas stratosphérique, mais il fallait quand même que je gagne le concours avec... Voilà. Bon. Je vais passer parce que je pense avoir dit là-dessus l'essentiel. Je vais prendre néanmoins deux sujets. Je vais aborder un sujet, si je suis obligé de passer par là. Je vais continuer parce que ce qui permet d'exercer les responsabilités, c'est la conviction, car ce qui fait le plus souvent obstacle à la fermeté de la décision, c'est le manque de conviction, c'est le flou sur les principes de l'existence éthique et de l'exigence éthique. Surtout dans une époque sceptique, voire nihiliste, comme est la nôtre pour le moment. Il faut bien, quand on réfléchit sur l'éthique, se poser un jour franchement la question, oui ou non, pouvons-nous savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire, au moins dans les grandes lignes, ou alors tout est-il convention ou arbitraire? Un maire, au-delà de la manière de mener un dossier, somme toute assez technique, a également des prérogatives qui lui font aborder des domaines plus complexes encore et qui relèvent quasi exclusivement d'un discernement moral avant tout. Le conflit entre la responsabilité juridique et la responsabilité morale peut y être d'une particulière intensité et entraîner, selon les options choisies, de très lourdes conséquences. Le législateur, dans sa sagesse, dès lors que deux droits contradictoires s'opposaient, à savoir le droit de la conscience à commander de s'abstenir, de commettre un acte précis, et un droit positif nouvellement acquis, permettait que les deux droits soient rigoureusement satisfaits par l'institutionnalisation de la liberté de conscience ou clause de conscience. C'est ainsi qu'après le vote de la loi Taubira, le conseil municipal a pris une délibération votée à l'unanimité de la majorité municipale pour simplement rappeler que cette liberté de conscience, présente dans la loi de 1905, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la Constitution de 1958, devait bien permettre aux officiers d'état civil, le cas échéant, de bénéficier de cette dernière, sans qu'il y ait pour autant la moindre entrave à la satisfaction de cette nouvelle loi. Cette délibération a été déférée au tribunal administratif, ensuite en cassation, et je suis à ce jour à la CEDH, et les choses n'ont pas encore été jugées. J'ai par ailleurs commis quelques éditoriaux dans le journal municipal, quelques prises de position publiques, à la télévision notamment, puisque à l'époque j'avais fait quelques émissions. Voilà. Cette liberté de conscience, rappelée et revendiquée dans son exercice concret, c'est-à-dire non pas l'entrave à la satisfaction d'un droit, mais bien en permettre la satisfaction sans devoir y prendre part, m'a valu, dans le cadre d'un dépôt de plainte, une procédure judiciaire sur un chef d'inculpation dont les peines maximum, outre ma probable destitution par le préfet en ma qualité de maire, valaient 10 ans de prison et 75 000 € d'amende. Je ne développerai pas davantage ce sujet, ayant été néanmoins abordé pour indiquer à quelle tension, à quel déchirement on peut être soumis dans l'exercice de ses responsabilités. Ça a été extrêmement dur pour moi, extrêmement dur pour mon épouse et ma famille. J'en ai encore des séquelles presque psychologiques ou physiologiques. Voilà, les choses... et j'ai connu un deuxième épisode plus récemment du même ordre. Voilà. Donc c'est un exemple, je n'en dis pas plus, mais c'est pour illustrer. Autre sujet que j'aborde rapidement, avec précaution également abordé, pour illustrer davantage encore, s'il en était besoin, les débats internes qui peuvent vous agiter et qui m'agitent en ma qualité depuis 20 ans de président du conseil de surveillance du groupement interhospitalier Le Rhin-Simon-Fermeil, donc je vous l'ai dit, un hôpital, 650 lits, 2300 salariés. J'ai reçu un jour une directive de l'ARS qui me disait « Monsieur le maire, vous avez 2500 naissances par an. Et nous considérons qu'il y a un libre accès à l'avortement s'il y a 500 avortements, c'est-à-dire 20%. Donc en gros, la garantie de la fluidité de l'accès à l'avortement, c'est 20% du nombre des naissances dans un hôpital. Et vous êtes à 350, il vous en manque 150. Et donc
Donc je vous demanderai de mettre dans les objectifs de l'année de l'hôpital le fait que vous parveniez à ces 500 avortements. J'ai les écrits, j'ai tout, c'est pas, je la fabule pas, etc. Bien. Ça s'est passé, d'abord j'avais un directeur qui partageait les mêmes convictions. J'avais un responsable de l'ARS qui était un fonctionnaire d'autorité et qui faisait son travail, mais en même temps c'était un homme, et sans posture, sans débat médiatique, sans fâcherie, sans exposer cela sur la place publique, et par discussions voilà, successives, lui indiquer que s'il pouvait apporter la preuve que l'hôpital avait commis un délit d'entrave passible de la loi, auquel cas je regarderais la situation, mais que s'il n'y avait aucune preuve sur un délit d'entrave, je souhaitais qu'on en reste à ce qui se pratiquait, pas d'entrave, pas de prosélytisme, on rendrait compte de ce qui se passe, oui, on rendrait compte comme du reste, mais qu'on en reste là et qu'on veuille bien rayer ça des objectifs de l'hôpital. Voilà. Les choses se sont arrangées tranquillement, alors ça a duré quelques semaines, ça a été tendu, ça n'a pas été simple, mais voilà, donc je voulais vous rapporter le fond, un sujet qui n'est pas neutre, et je le dis avec beaucoup d'émotion. Je sais qu'il y a eu en 20 ans de temps 7000 avortements dans l'hôpital que je préside. Donc je ne suis pas indemne de ça, je ne suis pas totalement responsable de ça, mais je ne suis pas indemne. Alors je sais ce que j'ai pu faire avec un directeur qui est resté 15 ans, on partageait les mêmes choses, puis on était encore sur une gestion qui était une gestion familiale. Maintenant je suis dans un groupement avec 3 hôpitaux, avec une direction unique, enfin c'est tout autre chose, c'est beaucoup plus difficile, et hélas, bon, j'ai perdu la main sur ce sujet-là, je l'avais un peu plus auparavant. Mais voilà, donc ce sont des sujets qui sont présents et en tout cas que je porte. Voilà. Je pourrais vous donner sur l'hôpital d'autres sujets, mais qui sont plus contemporains et qui sont liés au Covid. Mais j'ai dit que ce soir, je ne parlerai pas du Covid, mais sur la question des soins précoces, des vaccins pour les enfants, l'obligation vaccinale pour les soignants. J'ai fait une grève de la faim de 9 jours pour essayer de desserrer les taux sur ce personnel-là. Et puis l'appel à la désobéissance civile que j'ai été aussi faire dans ce cadre-là. Mais j'ai dit que j'en parlerai pas ce soir, je l'évoque juste pour vous dire... Non mais, je peux vous durer 3 heures là-dessus. Donc on va tout de suite fermer la chose, mais pour vous dire qu'il y a d'autres sujets aussi par rapport à ma présidence qui comptent et qui peuvent parfois peser. Voilà. Alors, ça c'est fait. Ensuite, on repasse à la petite alouette. Autre sujet, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la question de l'immigration, c'est la question de la politique de la ville, c'est la question de la paix civile, c'est la question de l'intégration, un peu pour la simulation intégration, on ne va pas faire de débat sur ces mots, mais même s'ils ont leur importance. Là aussi, mon prédécesseur a été plusieurs fois à la 17e chambre correctionnelle. Moi-même, j'ai été interdit de lecture pendant 3 ans dans ma paroisse, en qualité de directeur de cabinet de mon prédécesseur, au regard de décisions que nous avions prises en conscience. Donc, ce sont des sujets graves sur lesquels nous avons dû, au regard de la trajectoire que prenait la ville, Montfermeil, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est à côté de Clichy-sous-Bois. Clichy-sous-Bois, ce sont les émeutes de 2005. Si la première nuit était clichoise, toutes les autres nuits ont été clichoises et montfermeilloises, selon que les CRS ou les gendarmes mobiles poussaient plus d'un côté ou de l'autre les jeunes qui faisaient le désordre. Bon, donc on voyait bien que là où on arrivait, et c'est pas faute d'avoir prévenu l'État et pris des décisions qui ont choqué mon évêque, mon curé, et qui m'ont exclu de... Bon, voilà. Et donc, comment tenir en conscience sur des décisions qui ne sont pas comprises de tous, y compris de ses frères, en tout cas de la paroisse. Et j'ai 2 textes, moi qui continuent à me guider. Il y en a un, c'est la lettre de Charles de Foucault, je ne vais pas vous la lire, vous pourrez la lire. La lettre de Charles de Foucault à René Bazin, le 29 juillet 1916, vous allez sur Internet. Alors c'est une lettre en 3 parties, généralement c'est la partie intéressante qui est tout à fait contemporaine, c'est la seconde partie, celle du milieu, les 2 autres sont un peu connotés, puis un peu hors sujet par rapport à ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Voilà. Et comment
suggère aux chrétiens de se comporter dans un cœur à cœur, parfois un maire corps à corps, mais cœur à cœur en tout cas, avec toutes les populations de sa ville, notamment les populations de culture ou de confession musulmane. Ça, c'est un premier texte. Deuxième texte, que je vais vous lire, alors voilà, il est là. C'est dans le... mais aussi de l'urgence du besoin des autres peuples. Et l'État veillera à ce que ne se créent pas des situations de déséquilibre social grave, accompagnées de phénomènes sociologiques de rejet, comme cela peut arriver lorsqu'une trop forte concentration de personnes d'une autre culture est perçue comme menaçant directement l'identité et les coutumes de la communauté locale d'accueil. Dans l'apprentissage de la différence, on ne peut tout exiger d'un coup, mais il faut considérer les possibilités d'une nouvelle convivence, et même d'un enrichissement mutuel. Et une fois qu'une personne étrangère a été admise et se soumet au règlement de l'ordre public, elle a le droit à la protection de la loi pour toute la durée de son insertion sociale. Tout y est articulé, tout y est hiérarchisé, audace et prudence, générosité et fermeté, hiérarchisation des possibilités et des besoins, hiérarchisation des exigences et des droits. Voilà. Ça, c'est un texte qui m'a guidé, qui continue de me guider, et voilà, toutes mes actions, et des moments où on peut être davantage sur de l'ouverture, et puis des fois, il faut savoir dire non, et c'est très dur. Mais quand je vous dirai qu'un jour, j'ai deux appartements de F5 qui ont brûlé, il a fallu reloger ce soir-là 39 personnes. 2 appartements de 5 pièces, 39 personnes y habitaient. Donc je veux bien qu'on fasse le généreux, mais je ne suis pas sûr qu'à peu près à 20 par appartement, en termes de promiscuité, de décence, d'éducation des enfants, de santé, de tout ce que vous voulez, on soit tout à fait dans les clous. Donc peut-être à un moment donné, il faut savoir aussi redonner des règles. Voilà. Moi je suis un ancien officier de la marine, un canot de sauvetage, c'est 50 personnes. À 55, ça tient. Mais la 56e, elle fait couler le canot. C'est atroce, quoi, la 56e. Mais j'en ai 55 aussi dont j'ai la charge. Pour une ville, c'est pareil. Et pour un pays, c'est pareil. Mais capacité d'accueil, urgence et besoins. Et tout, voilà. Et il n'y a pas je suis pour, je suis contre, c'est non, c'est oui, c'est tout le monde, c'est pas tout le monde, etc., etc. Et pour faire une toute petite allusion à l'actualité, mais ce sera totalement subliminal, je ne sais pas si la France a davantage besoin de Charles Martel ou de Charles de Foucault, mais je refais ma parenthèse. Voilà. Alors, la question qui m'a été posée tout à l'heure, parce que j'ai fait la petite boutade tout à l'heure à quelqu'un qui m'a dit, oui, mais est-ce qu'au niveau de l'État, on n'a pas besoin d'un Charles Martel? Vraisemblablement, effectivement, un État a le devoir, dans certaines circonstances, de plutôt ressembler à Charles Martel, mais à condition qu'il ait suscité tous les Charles de Foucault qu'il fallait au niveau local. Voilà. Pour aller au bout de l'interpellation qui était tout à fait bienvenue et qui me permet de compléter, j'espère intelligemment, le propos. Voilà. Je ne sais pas où j'en suis dans mon temps. 35 minutes. 35, bon, ben alors je vais pouvoir, à mon avis, je peux, sur la politique de la ville, c'est de l'intérêt, je peux continuer, mais on peut passer à autre chose. Parce que tout à l'heure, j'ai commencé à en dire un petit peu. Si, je vais un peu continuer sur la politique de la ville, je vais résumer. En 20 ans de maire, si je devais résumer mon action, j'ai essayé de faire connaître la France, de faire respecter la France et de la faire aimer. On ne peut pas demander à des personnes de nous respecter, de nous aimer, si on n'a pas pris le temps de se faire connaître. Alors, si c'est les emmener à Disneyland pour leur dire « regarde la France comme c'est beau », je ne suis pas sûr que l'on ne perde pas son temps. Mais si c'est de les emmener au Puy du Fou, ou à Chartres, ou ailleurs, mais je prends ces deux exemples-là parce que c'est la réalité de ce qu'on pratique. Voilà. Et je vais raconter une anecdote. Première fois qu'on emmène un quart de famille au Puy du Fou. Il y avait 3 jeunes, les 3 plus gros délinquants de la ville.
des caïds, des chieurs. Bah, vraiment, voilà, pas de la... Et ma directrice politique de la ville qui me dit, monsieur le maire, c'est affreux, ils vont nous pourrir le voyage, mais comment on fait, il faut qu'on les désinscrive, etc. Enfin, elle était toute... Et je lui dis, Aurélie, bougez pas. Ils vont arriver sur place et quand ils verront la profondeur historique, ils se tiendront tranquilles. Ils se sont tenus tranquilles. Parce que là, c'est respect. Et tous les ans, on me redemande, maintenant c'est 2 cartes que je suis obligé d'emmener. Voilà. Chartres. Il y a un musée, c'est le musée de la nacre ou du bouton. Enfin, il y a un musée rigolo, sympa à aller visiter. Ça, c'est ce que je mets sur mes dossiers de subvention. Quand on sort du musée, il y a une petite chapelle devant, donc on rentre dedans. Voilà. Et vous avez une maman, voilà, qui... Béatrice, mon épouse, a fait pendant 20 ans de la fertilisation. Donc il y a une formatrice qui s'appelle Fatima par ailleurs. Alors c'est Fatima qui nous raconte ça, qui dit, il y a une maman qui est venue me voir, qui me dit, Fatima, tu te rends compte, ça fait 15 ans que j'habite en France. Je ne m'étais pas encore intéressé à la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'elle avait vu, ou ce qu'on lui avait donné à voir de nous, n'était pas intéressant. Là, on lui a donné à voir quelque chose, voilà, qui en jette, pour parler trivialement, mais voilà, qui s'impose, qui est là, qui a une présence, personne ne reste indifférent. Ça fait 15 ans, je ne m'étais pas encore intéressé. Mais c'est un regard qui change, c'est un cœur qui change, c'est une intelligence qui change. En plus, c'est une maman. Donc il y a les enfants, il y a le mari et la famille. Voilà. Et on a vu en 20 ans de temps, alors c'est pas en 6 mois, hein, mais en 20 ans de temps, des trajectoires de ce type où tout d'un coup, eh bien, il y a un déclic où le temps que l'on a pris à faire connaître la France sous des aspects les plus divers, mais quand même les plus gracieux, eh bien, permet et suscite une sympathie et un respect. Ça, c'est pour connaître. Pour faire respecter la France, il y a 3 sujets sur lesquels il n'y a pas de discussion possible. Ces 3 sujets, c'est l'égale dignité entre l'homme et la femme. Ce n'est pas l'égalité homme-femme versus théorie du genre. La théorie du genre, la loi Taubira et la théorie du genre à l'école, en 2014, ça fait perdre 6 points à la gauche. C'est mes collègues de gauche qui m'ont dit, la loi Taubira et la théorie du genre à l'école, les populations musulmanes ne sont pas venues voter pour nous, ça nous a fait perdre 6 points. Moi j'avais prévu de passer à 53%, je suis passé à 60% et j'ai tout de suite compris d'où ça venait. Je peux même témoigner, j'avais fait par décision de justice démolir partiellement un lieu de culte musulman construit sans permis de construire, donc j'avais des manifestations monstres sur ma ville, 1500 musulmans en train de crier à la gabarre et le maire islamophobe devant les fenêtres de la mairie, donc voilà, ça a quand même de la présence. Donc en 2014, je fais campagne exclusivement dans le quartier un peu sensible encore, et tous les papas et les jeunes venaient me voir, monsieur le maire, on n'est pas d'accord surtout avec vous. Ah oui, sous-entendu, le coup de la mosquée, on l'a ici, ça j'avais compris. Mais, sur Taubira et sur la théorie du genre, tenez bon, on est avec vous, etc. Bon, je ne sais pas si vous votez pour moi, ce n'est pas le sujet, mais voilà, pour vous dire que la résonance que ça peut avoir. Donc, c'est pour ça que je dis égale dignité entre l'homme et la femme, pour ne pas tomber versus théorie du genre, et puis, voilà, et réaffirmer ça devant tout le monde, alors que dans le droit musulman, l'égalité, l'égale dignité entre l'homme et la femme n'est pas acquis pour tout le monde, c'est une chose non négociable. La seconde chose non négociable, c'est la question de la laïcité, entendue comme la distinction entre les 2 ordres et non pas la séparation. La séparation, c'est une forme de laïcisme, d'athéisme déguisé. C'est un scandale absolu, et plus on force, nous, sur la laïcité versus athéisme déguisé, et plus les musulmans se sentent offensés. D'abord, c'est inconcevable pour eux, et c'est un danger pour eux, donc ils sont obligés de se réfugier, et les parents me le disent, mais attendez, mais je comprends, enfin, vous ne croyez à plus rien, nous on croit, laissez-nous protéger nos enfants, et laissez-nous nous organiser entre nous pour préserver ça chez nos enfants. Et vous répondez quoi? Bon. Donc la laïcité, entendue comme la distinction des 2 ordres, et non pas la séparation. Ça, c'est également non négociable. Et troisième chose non négociable, c'est la question de la liberté de conscience. Et pour ne pas m'embarrasser d'explications trop philosophiques et autres, aujourd'hui, y a-t-il de l'amour dans l'obligation? Pour aimer, il faut pouvoir être libre. Et l'amour n'existe que parce qu'on peut ne pas aimer. Hein, ça fait drôle. Et ça, voilà. C'est tout simple. Après, on peut aller plus loin, mais déjà voir voilà, la question de la liberté de conscience qui, dans la civilisation musulmane, n'est pas du tout acquise, puisque, pour un tas de raisons, bon, c'est pas le sujet de ce soir. Voilà. Et ça, c'est 3 choses.
pour moi, les contester, c'est un trouble à l'ordre public. Et lorsque j'ai vendu, il y a quelques années, il y a maintenant 12 ans de cela, un terrain qui appartenait à l'intercommunalité à laquelle j'appartenais pour la construction d'une mosquée, je leur ai indiqué qu'ils bénéficiaient, au titre de la liberté de conscience et donc de la liberté de culte, d'une faculté à pouvoir exercer le leur, mais que c'était dans le cadre d'un pays qui, sur ces trois sujets-là, c'était trois piliers qui étaient substantiels de la culture et de l'architecture de ce pays. Et que ces trois sujets-là ne pouvaient pas être contestés. Je n'étais pas dupe de la manœuvre quand même. Enfin, je sais comment ces questions-là sont justement discutées. Mais en disant, voilà, ça c'est non négociable. Et donc je considérerais que toute critique ou toute entorse à ces trois choses-là, donc ça permet de réaffirmer et ça permet de dire que s'il y a discussion, ben pour moi je considère que ça, que c'est un trouble à l'ordre public. Et la liberté de culte n'est pas une liberté absolue en soi, elle est soumise au respect de l'ordre public. Donc la boucle est bouclée, et ça permet de relancer la discussion, ou en tout cas de ne pas laisser ces atteintes-là, au titre, je dirais, de la liberté de penser ou autre, mais au titre de l'ordre public, ce qui me permet de pouvoir revenir le cas échéant, et ça m'est arrivé à quelques moments. Voilà. Respecter. Et puis aimer. Bah, aimer, non, bah, je dirais, j'ai rien à faire. C'est une fois que vous avez fait connaître, une fois que vous avez quand même rappelé des fois la règle du jeu, et après c'est dans la liberté de chacun. Si j'obligeais les gens à aimer la France, ce ne serait pas de l'amour. Je viens de le dire. Et donc, voilà. Mais après, je vois sur 20 ans, je vois comment les choses se sont... Une ville qui avait 225 voitures brûlées par an, qui avait 200 vols à l'arraché par an, et aujourd'hui je dois en avoir 10 voitures brûlées maximum, et pareil, 10 vols à l'arraché au grand maximum sur... Voilà, nous étions dans le dernier tiers en termes de niveau scolaire, nous sommes remontés dans le premier quart du niveau scolaire. Le niveau scolaire est ce qu'il est aujourd'hui, j'en conviens, mais enfin, comparativement et à l'intérieur du département, c'est quand même... voilà, je vois les réussites au brevet des collèges, je vois les réussites au bac, je vois ces jeunes qui font de plus en plus d'études supérieures. Je vois ces familles qui vivent paisiblement, je vois ces cohabitations, je vois cette... j'avais déjà raconté, je peux rapidement, comment, alors, entre le particulier et le collectif, j'essaie de faire comprendre qu'en France, en Europe, on est dans la civilisation de la personne, et on n'est pas dans le groupe ou la communauté, on est dans la civilisation du je et non pas du nous. Et donc j'essaye, à travers toutes les interactions que j'ai avec mes populations, de les faire advenir à cette notion de personne et du je. Mais en même temps, ils ont une histoire, ils ont une culture, ils ont des origines qui ne sont pas en France. Et donc c'est à travers un défilé de mode qu'après les émeutes, nous avons réconcilié la ville sur elle-même et nous avons changé son image. D'abord, le défilé de mode. Alors, ça peut paraître un peu cucul la praline, sauf que du string à la burqa, vous avez toutes les nuances intermédiaires, et que c'est toujours bien d'arriver à mettre le curseur quelque part. Bon, donc tout le monde est d'accord. Deuxièmement, c'est un défilé de mode, aujourd'hui parrainé par LVMH, donc pour vous dire que ça a quand même de la tenue, et que ça, en termes de notoriété, d'image, ça contribue à cela. Eh bien, c'est en deux parties. C'est, première partie, en habit traditionnel. Dans quoi suis-je heureux et fier de me faire connaître des autres au regard d'une histoire qui est mienne. Car je ne leur demande pas d'abandonner leur histoire. Mais je leur demande, s'ils défilent à la première partie, de faire la seconde partie. Et la seconde partie, ce sont des créations originales de vêtements sur une idée donnée par la commune. Première année, c'était les noms de rues, de quartiers qui avaient brûlé. Ça tombait bien, rue de Gap, Picasso, De Rhin, Utrillo, etc. À charge, pour les 40 nationalités différentes que nous avons sur la ville, eh bien, de prendre à bras-le-corps ces œuvres picturales majeures et de les restituer avec leur génie, leur sensibilité propre. Voilà. Une autre fois, c'était d'autres noms de rues de quartier. Ça a été sur la musique, 10 morceaux de musique, de Bach à Sibelius. Ça a été les monuments de Paris. Il y avait le Panthéon, oui, il y avait l'Arc de Triomphe, oui, il y avait la Tour Eiffel, rassurez-vous, oui, il y avait aussi Notre-Dame de Paris, il y avait aussi le Sacré-Cœur. Et ces deux monuments ont été pris, je dirais, ont été tirés, enfin, travaillés de la même manière que les autres. Et ainsi de suite. Les quatre éléments, donc terre, air, eau et feu, mais avec derrière cette belle fresque de la main du Père et l'homme, là, c'est qui Michel-Ange, merci. Voilà, en toile de fond, c'est pas la matière pour la matière, c'est la matière dans un élan créateur, etc. Donc, par petites touches, voilà, pas un cours de catéchisme à chaque fois, mais par petites touches, par petits trucs, ben voilà, et ces personnes, mais
mais quel bonheur de voir comment ces personnes, après, enfin, qui sont heureuses d'avoir été reconnues dans ce qu'elles étaient, sont heureuses de prendre à bras-le-corps ce qu'on leur donne, ce qu'on leur offre, et de nous le restituer, de nous le réoffrir, etc. Mais quand on se croise dans la rue, on se croise pas après, on ne se croise pas de la même manière, parce qu'on a partagé des choses, et on sait qu'on est reconnu, mais on sait aussi qu'on a fait l'effort de s'intéresser à la culture du pays qui nous accueille, etc. Bon, bref, je pourrais continuer pendant des heures, mais voilà. Donc le rôle de maire, c'est d'essayer de... J'essaie de répondre à l'interpellation stratosphérique de tout à l'heure, mais entre le groupe, entre la personne, la communauté, le nous, le je, et comment on essaye de composer et de faire en sorte que tout le monde se retrouve. L'urbanisme et l'architecture ont aussi des effets. Je regarde... je regarde l'urbanisme, je regarde les permis de construire, je regarde tous les commerces que l'on implante et pourquoi je mets tel commerce à tel endroit ou tel service à tel autre et à qui il est ouvert. Est-ce que c'est le service pour les gens du quartier ou est-ce que c'est un service qui est ouvert? Par exemple, j'ai une halte au cœur du quartier, j'ai une halte garderie. C'est pas la halte garderie du quartier, c'est la halte garderie de tous les numéros pairs de la ville. Alors vous êtes à l'autre bout de la ville, ben vous mettez votre gamin à cet endroit-là. Donc il y a des brassages obligés de population. Mais ce sont des lieux d'apprivoisement, ce sont des lieux de convivialité, et après, eh bien, on peut faire d'autres choses parce que, voilà, bon, et ainsi de suite. Donc, c'est comment on essaye de faire en sorte que tout le monde soit reconnu, mais, et qu'on puisse être dans un échange le plus profond et le plus sympathique possible. Alors, je regarde si j'ai oublié des choses, je pense que j'ai été à l'essentiel de ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet-là. La question... vous avez parlé des partis politiques, donc je voulais revenir là-dessus, je finirai là-dessus. Souvent l'expression « j'appartiens à tel parti politique ». Et c'est passé dans le langage courant. Est-ce qu'on dit « j'appartiens à mon club de foot ». Non, je suis inscrit à mon club de foot, ou j'ai ma licence au club de foot, je ne sais pas comment on dit, mais j'appartiens à tel... Et on ne fait même pas attention, j'appartiens. C'est-à-dire qu'une fois que je suis dans un parti politique, je lui appartiens. Donc je ne m'appartiens plus, donc j'ai perdu ma liberté. Bon. Alors, quel était mon itinéraire concret et comment... Bon, moi j'ai commencé avec Philippe de Villiers, combat pour les valeurs, très bien, jusqu'aux émeutes. Les émeutes, 2005, on était hyper médiatisés. Le maire d'hiver droite de Montfermeil dit, alors ça se prononce d'hiver droite, ça s'entend extrême droite, tout ce que vous dites derrière c'est fini, c'est mort. Alors donc j'avais ma carte à l'UMP. Le maire UMP de Montfermeil dit « Oh, c'est sûrement quelqu'un de très bien », et hop, vous pouvez débiter ce que vous avez à débiter derrière, vous le faites, mais vous êtes entendu. Bon. Après, passer les émeutes, c'était bien comme ça. Je connaissais Christine Boutin avec le Forum des Républicains Sociaux. Je n'avais pas ma carte au Forum des Républicains Sociaux, même si je participais à leurs travaux activement. Et puis, ils se sont appelés Parti chrétien-démocrate. Alors, on peut discuter de l'opportunité de baptiser un parti politique de cette manière-là, j'accepte parfaitement, personne il n'y a pas le monopole, c'est bon, il y a un vrai débat. Mais pour autant, j'ai pris ma carte, plus pour indiquer de quelle filiation intellectuelle, spirituelle je me réclamais, ou je tentais de vivre, que par appartenance, surtout pas. Puis de toute façon, je reste extrêmement libre dans mes fréquentations, tant sur ma droite que sur ma gauche, parce que c'est inconcevable. Mais souvent, un certain nombre de jeunes, moins jeunes, qui voulaient se lancer en politique, sont venus me voir, monsieur le maire, j'ai envie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce que je rentre dans un parti, un patin couffin, etc. Alors je leur ai dit une seule chose, et je vais vous dire la même chose ce soir. Vous allez sur Internet, note pour la suppression générale des partis politiques, Simone Veil, la philosophe, juin 1940. Ça fait 10 pages, c'est un peu trapu, mais celui Simone Veil, et là vous êtes vacciné. Voilà, et sans effet secondaire, plutôt bénéfique. Voilà. Et elle vous dit toute la logique démente que par nature sont les partis politiques. Est-ce qu'il faut les fuir? Non, si vous savez garder votre liberté. Et à ce moment-là, vous les utilisez. Et si c'est bon à un moment donné, toc toc, parce que oui, voilà, quand vous êtes une 2 chevaux et que vous êtes sur l'autoroute, eh bien, vous faites aspirer par un camion, puis qu'il y a un autre camion qui vous double, vous vous mettez derrière parce que ça aspire bien, parce que vous êtes dans petite 2 chevaux, et que voilà, donc voilà, pour autant que vous faites allégeance, mais vous arrêtez. Bon, donc
Donc je dirais, les tactiques, les stratégies, les machins, ça ne me dérange pas dès lors qu'on reste libre. Mais il faut avoir lu Note pour la suppression générale des partis politiques de Simone Veil, juin 1940, ça fait 10 pages. Mais là, vous êtes armé pour pouvoir rester libre et détecter très rapidement les aberrations, les impasses consubstantielles au fonctionnement des partis politiques qui sont là pour générer de la passion collective. C'est tout sauf de la raison. Voilà. Juste pour savoir et pour faire un petit clin d'œil à la question des partis politiques. Dernier point, et comme ça je finirai peut-être un peu plus tôt que prévu, mais c'est pas gênant, il y aura peut-être des questions. On parle beaucoup aujourd'hui d'identité. J'estime à titre personnel que la question de l'identité est un piège. Parce que dans toute identité, il y a une part objective, pour partie facilement quantifiable, quoique, et une part subjective, qui est propre à chacun d'entre nous, à chacune de nos histoires, qui sont singulières chacune. Et que vouloir quantifier l'identité d'un pays ou d'un groupe, c'est prendre le risque de laisser de côté toutes les parts subjectives, parce qu'elles sont propres à chacun, et elles n'ont peut-être aucune résonance, aucune correspondance, et aucune appétence pour les autres. Et puis, le reste, eh bien, on va essayer de chercher naturellement le plus grand commun ou le plus petit, mais qui soit le plus petit ou le plus grand. Voilà, l'identité, à un moment donné, on ne pourra pas tout faire tenir dans la pièce. Si on essayait ce soir de définir l'identité de la France ou l'identité de notre groupe, ben, on y est pour un bon moment, et je pense que l'ambiance sereine dans laquelle nous sommes pourrait rapidement chauffer. Et donc c'est une impasse. Alors, à 65 millions de personnes, c'est une impasse, et en plus, quand on est des Français et un peu chaud de la tête par moment, très rapidement, et c'est pour ça que d'ailleurs le président Sarkozy a coupé court à un moment donné lorsqu'il avait initié ce débat-là, parce que j'y ai participé à beaucoup d'entre eux. Et lors d'un des débats à l'Assemblée nationale, j'avais plutôt que la question d'aborder la question par l'identité, qui est une revendication de chacun d'entre nous. Chacun est en droit de revendiquer une identité. Et ça, ce n'est pas gênant. Sauf que cette revendication, elle vient se heurter à la revendication de mon voisin de droite, de gauche, En revanche, si on regarde à travers la vocation, là c'est différent. Car une vocation se reçoit. Et à ce moment-là, chacune de nos identités, dans tout leur particularisme, dans toute leur expression, dans toute leur richesse, voire même dans leur antagonisme, mais si on essaye, par les identités, de faire groupe, la matière est explosive. Si par contre, chacun reçoit d'un autre une vocation, à ce moment-là, on peut ordonner notre identité à la satisfaction de cette vocation. Et à ce moment-là, tous nos génies propres concourent à cela, cette réalisation, et là, c'est beaucoup plus opérant, etc. Alors après, quid de la vocation de la France? À titre personnel, je crois que, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, ne pas oublier cette phrase-là, et là aussi on revient sur le mot du général de Gaulle, ce particularisme français, mais en même temps cette mission universelle, eh bien, voilà, fille aînée de l'Église, un état, une qualité, éducatrice des peuples, c'est la mission et je dirais le rayonnement de cette qualité, de cet état ou de cette vocation qu'elle doit avoir. Et à ce moment-là, les choses changent. Nous avons été, par la colonisation, dans beaucoup de pays. N'oublions pas que, notamment la Troisième République, avait permis à ce que nos ecclésiastiques soient au service des colonisés, un peu moins, ou ça dépend des pays, les choses se sont faites assez différemment, mais regardons ce qui s'est passé quand même en Algérie, et comment on l'a payé cher après, un peu moins en direction des populations des pays dans lesquels nous étions, ou des contrées dans lesquelles nous étions. Bien, c'est l'histoire, c'est ainsi. Ils sont désormais chez nous, et en nombre important. Je pense que nous avons ce devoir vis-à-vis de ces populations-là, d'être dans notre rôle, dans notre vocation, et ne pas en tenir compte
serait, me semble-t-il, extrêmement préjudiciable pour la France, en termes d'ordre public, tout simplement, de paix civile. Alors, vous ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, d'instrumentaliser, je dirais, l'évangélisation à des motifs uniquement d'ordre public, mais à un moment donné, si on regarde notre vocation, eh bien, elle doit s'exercer ici et maintenant, dans les circonstances d'aujourd'hui, et Dieu sait s'il y a de très belles initiatives. Une que j'aime beaucoup, c'est l'association du Rocher, mais il y en a bien d'autres, qui font un travail de fond remarquable, et il n'y a pas un maire qui profite de ces... Par exemple, du Rocher, je prends cet exemple-là, puis il y en a bien d'autres, pas un maire, et quelle que soit sa couleur politique, je peux dire, le Rocher, il est implanté à droite, à gauche, les cocos, les socialistes, les machins, les francs-macs, les machins, tout ce que vous voulez. Hein. Il n'y en a pas un en tête à tête qui me dise, c'est quand même, voilà, c'est du juste qu'ils font. Et puis ils voient bien, c'est fécond, c'est quelque chose, voilà, c'est lumineux. Bon. Et donc, je crois que la question de l'identité, si on la transformait à travers la vocation, on se trouverait beaucoup mieux les uns et les autres, et ce serait beaucoup plus paisible et beaucoup plus fécond. Voilà, très, très rapidement, peut-être de manière un peu décousue, vous me le pardonnerez, ce que je pouvais vous dire pour essayer de répondre à votre interpellation et de vous dire ce que depuis quelques années je tente de faire sur la ville de Montfermeil. Voilà. Grand merci. Je n'ai pas très bien compris où vous aviez vu la stratosphère, mais en tout cas, vous nous avez certainement convaincu de la dureté en partie, mais surtout de la beauté du fait politique, et bien sûr spécialement de la force d'âme nécessaire, et vous l'avez illustré. Et je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Une question par rapport à votre engagement politique avec... vous êtes donc maire, j'ai cru comprendre que vous étiez aussi responsable de la communauté de communes. Et justement, je voudrais avoir votre regard sur le fait que, sur ces organisations politiques qui sont de plus en plus larges, parce que la dernière fois, on nous rappelait que l'organisation politique naturelle, c'était celle de la cité au départ, et elle a tendance à s'élargir. On voit aujourd'hui que le rapport du peuple par rapport à nos politiques, il est plutôt bon lorsqu'il s'agit de maires, et après c'est beaucoup plus compliqué quand ça s'élargit. Donc quelle est votre vision par rapport à ça, et aussi par rapport à l'Europe qui est encore le domaine, le cercle encore plus large? C'est toute la question de la subsidiarité, comprise dans le bon sens, à savoir que l'échelon inférieur, dès lors qu'il n'est plus en capacité d'effectuer ou de répondre à une demande légitime, confie à l'échelon immédiatement supérieur le soin de le réaliser, si cet échelon est en capacité, autrement ça remonte au niveau adéquat, sauf que ce principe de subsidiarité, on le fait fonctionner à l'envers, on le pervertit entièrement, et c'est la concentration, je dirais, des décisions, des pouvoirs, etc., et on redonne quelques miettes comme ça. L'intercommunalité en tant que telle est une, pardonnez-moi le terme, mais ça coupe les têtes des maires, ça coupe les mains et les pieds des maires, parce que c'est subi, alors que on pourrait organiser des coopérations intercommunales pour des mutualisations, des économies d'échelle, et puis je prends souvent cet exemple-là, imaginez un certain nombre de villes avec sur l'axe nord-sud un autoroute et sur l'axe est-ouest un fleuve. Eh bien, sur l'axe nord-sud, l'autoroute, eh bien, vous avez une coopération sur le développement économique que l'autoroute peut permettre, et puis sur l'axe est-ouest, et ce n'est pas les mêmes communes, eh bien, vous avez une coopération pour le développement touristique, ou fluvial, ou que sais-je. Bon. Et donc, par rapport à des bassins de vie, par rapport à des problématiques communes. Bon, c'est pas comme ça que ça a été fait, et d'autorité, on dit, bah, vous passez telle et telle compétence. Alors vous êtes parfaitement capable à votre échelle de les faire, et donc, bon, et là, effectivement, ça éloigne les citoyens, vous rentrez dans des combines qui sont plus politiques, enfin, avec des implications, y compris sur les élections présidentielles. La
question des signatures. Je fais une petite digression, mais ça vous montre comment ça pervertit, je dirais, un système politique. J'ai fait les 2 campagnes présidentielles de Christine Boutin, 750 signatures la première fois, et 5 ans après, il restait 350 maires en exercice. Donc on s'est dit, c'est bon, on part avec un matelas de 350. Donc tout content, on va avoir les 350 maires, et on leur dit, ah ben il y a 5 ans, à 5 ans, moi, devant mes administrés, j'assume, ils me connaissent, ils me font confiance. Mais là, j'attends une subvention pour mon gymnase, et c'est le vice-président au sport, c'est un tel, il est franc-mac, il est ceci, il est cela, il est Ratsoc, enfin peu importe, on s'en fout. Bon, c'est pas le moment. Revenez la prochaine, enfin revenez pas, enfin passez votre chemin. Bon. Voilà, donc on pervertit totalement le truc. Donc, principe de subsidiarité, donc pareil, aller au fond de la question. Soit on prend cette question par l'angle technique, c'est indémerdable, pardonnez-moi le terme, soit vous le reprenez au niveau des principes de subsidiarité. Qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà. Et progressivement, et à ce moment-là, les choses se font naturellement, organiquement, et ça peut fonctionner. Tel que c'est fait, ça vient tout casser, tout pervertir, et ça permet en fait l'aspiration des décisions par le haut, et il vous reste des miettes de la figuration au niveau où les choses devraient pouvoir se prendre et se faire. Voilà. Et je ne dis pas, je ne suis pas un localiste acharné, il y a des choses qu'on fait mieux à plusieurs, et puis il faut savoir remonter les cotons, uniquement parce qu'on n'est pas en capacité de les assumer au mieux des intérêts des personnes. Voilà. Donc, autre sujet, la libre administration des collectivités locales, supprimer la taxe professionnelle. Je ne dis pas que pour les entreprises, il ne fallait pas transformer ce un peu ou autre, mais voilà, plus de taxes d'habitation, plus de lien entre le fait de vivre à un endroit et le fait d'y participer financièrement, dotation de l'État, et en plus, c'est encore mieux maintenant, l'État nous écrit, voilà, j'ai tant de place pour X séjours au ski. Moi, mes séjours pour les jeunes, c'est mon service jeunesse qui le fait. Je ne vais pas parler des projets de service, c'est pas grave, je vous en parlerai un jour, je reviendrai. Où on arrive aussi à bon. Et moi, mes séjours, je leur dis, ok, c'est quoi le projet pédagogique? Ouais, alors on va sur la Méditerranée, la machin, la plage, etc. Et combien de temps vous y passez? Écoutez, vous me divisez par 3 le temps à la plage. Ah oui, bon. Alors ils me trouvent encore un truc, un bowling, un machin, etc. Le bowling, non, je pense que c'est pas utile. Bon, je leur fais comprendre, si vous allez en bas, voilà, il y a une culture, il y a une gastronomie, il y a une histoire, il y a des musées, il y a des sites remarquables, etc. Bon, après, un bowling, je veux bien, la plage, quand vraiment vous êtes fatigué, ça sera le soir, et après une bonne journée, etc. Bon, donc on met sa patte, voilà, et puis il y a un minimum d'exigence, un minimum de contenu, etc. Là, les prestataires sont choisis par l'État, et j'ai juste, moi, et je suis aidé à 80% de la somme, donc c'est que dalle pour moi, alors c'est facile, ouais, j'emmène au ski tant de gamins, etc. J'oublie de dire que l'État m'a financé 80% du bazar, mais c'est pas grave, l'État il s'en fout. Voilà. C'est pas bon. Et là, on est dessaisi aussi de la patte que l'on peut mettre et de l'esprit que l'on peut mettre dans chacune de nos décisions. Donc tout est pris à l'envers, mais de toute manière, regardez les flux financiers, tout est aspiré en haut, on vide de sa substance, je dirais, aussi bien les collectivités que les entreprises et les artisans pour remonter sans cesse l'argent par tout moyen. On y est, ça s'accentue. Ok, chapeau, bravo, c'est bien, mais en termes de coercition, en termes de liberté, en termes d'autonomie au sens légitime du terme, ça pose question. Et là, les collègues maires élus, droite-gauche confondus, commencent à trouver effectivement que ça fait beaucoup. Mais là aussi, soit on se base sur la technique, c'est sans fin, et l'État sera toujours plus fort que nous sur la technique. Si on revient avec des principes constructeurs, ça c'est différent, parce que là c'est beaucoup plus, c'est plus trapu, mais c'est meilleur, enfin c'est plus de chance, mais là on se heurte à d'autres difficultés. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si? Peut-être pas. Si, merci. J'allais rajouter sur l'Europe aussi, quelle est votre vision? C'est dommage que Napoléon ait raté ses guerres, autrement, non, c'est... une boutade. Vous allez dire tout le bien que j'en pense. Voilà. Mais en même
temps, il y a une réalité, enfin, il y a une réalité civilisationnelle. Maintenant, le bazar dans lequel on est, et puis là, depuis 2 ans avec le Covid, la dépossession des États membres d'un certain nombre de compétences, notamment tout ce qui a trait au sanitaire et à la santé au sanitaire, et quand on voit la puissance par laquelle ils ont tenu les populations grâce à ça, je regarderai à 2 fois. Et là, c'est un peu mon inquiétude. J'avais déjà une inquiétude. Si j'étais de gauche, j'aurais été chevènementiste ou séguiniste. J'ai commencé avec Philippe de Villiers. Enfin, voilà. L'Europe des nations, pourquoi pas, mais dans ce cadre de subsidiarité, mais pas dans ce cadre de supranationalité qui vient gommer, enfin, qui est une machine aussi à abattre les nations. Et je ne suis pas nationaliste non plus. Ça, vous avez ma position. Voilà, mais la coopération, enfin, l'ère civilisationnelle de l'Europe est une réalité. Enfin, mais elle a été façonnée, on sait par qui et par quoi. Mais voilà. Bonsoir et merci encore pour votre intervention. Vous nous avez parlé du chrétien en politique. Et comment le chrétien est vu lorsqu'il est politique? Parce que vous avez parlé de vos engagements, mais est-ce que vous pensez que le regard de vos interlocuteurs est différent parce qu'ils savent que vous avez une conviction derrière? Alors, je ne fais pas a priori état de ce dont j'essaye de vivre, premier point. Mais si je suis questionné, je ne me défile pas. Troisième élément, dans ma pratique politique, généralement, je fais d'abord et je dis après. Quatrième, j'ai eu la chance, c'est ainsi, enfin chance entre guillemets, d'avoir été une ville très médiatisée au moment des émeutes, notamment, mais même avant, puisque les premières affaires du foulard, c'est le collège Jean Jaurès avec Ali Boumedienne, enfin, avant Creil, etc. Donc on a été très, très stigmatisés, les combats homériques entre Pierre Bernard, mon prédécesseur, et Harlem Désir, avec les CRS qui sont venus nous séparer, enfin bref, si vous regardez, bon. Et aujourd'hui, enfin, l'État, mes collègues, droite, gauche, d'accord ou pas d'accord avec moi, nous créditent d'avoir réussi quelque chose à partir d'une situation particulièrement difficile. Donc je dirais, voilà, et ça apaise. C'est-à-dire qu'à la limite, on n'a pas besoin de parler de ce qui pourrait fâcher, ou ce qu'on ne partage pas, etc. Ils voient, ils constatent, ils regardent, c'est vrai, pour l'instant ça tient, je reste très prudent. Ce que nous vivons à Montfermeil peut être balayé par les événements de l'histoire, je le sais, mais tout ce qui est semé sert quand même, et servira, et même si on doit connaître la tempête. Et ça me donne une forme de, pas de sauf-conduit, mais enfin de respect, on va dire, oui, une forme de respect. Et voilà. Et puis ceux qui veulent en savoir un peu plus, ben, ils me questionnent, et puis des fois il y a de très beaux échanges, y compris avec des gens qu'apparemment tout nous sépare, et finalement on s'aperçoit que des fois, pas grand-chose nous sépare, alors on prend des voies différentes, mais au fond du cœur, c'est quelque part la même motivation, notamment avec des copains de gauche, assez drôle. Voilà, donc je ne sais pas comment je suis vu, voilà. Donc je ne fais pas de prosélytisme, je ne me défile pas, mes décisions, je peux les fonder, et comme je l'ai fait ce soir, dire voilà, moi derrière, voilà, pourquoi, quelle conception, quelles sont les bases anthropologiques, philosophiques ou autres qui me sous-tendent. Et puis voilà. J'espère avoir répondu. Le fait qu'on vous voit aller à la messe. Comment? Le fait qu'on vous voit aller à la messe. Oui, je sais pas, enfin ça. Alors, ça vous marque. Comment? Ça vous marque. Oui, peut-être, enfin j'espère. Non mais je me pose pas ces questions. Je sais que vis-à-vis des personnes de culture ou de confession musulmane, ça nous permet de gagner beaucoup de temps et d'aller très vite à l'essentiel. Et là aussi, il y a une forme de respect, même si certains
rien renoncer à ce qu'ils sont, pour autant, mais en même temps une forme de respect. Mais je n'ai jamais voulu regarder, évaluer ou m'imaginer que ça pouvait... voilà, les gens le savent. Voilà, je suis au fond de l'église. Voilà, quand il y a des obsèques, toujours les pompes funèbres. Monsieur le maire, il arrive avec tout le monde, il ne se met pas au premier rang, ou très rarement, il faut vraiment que la famille me le demande. Voilà, donc bon, ils savent que de temps en temps je fais le payé de charge, je fais une ou deux retraites par an. Ou autre chose, je ne m'en cache pas, je n'en fais pas de publicité, mais je sais pas, c'est devenu... Désolé de répondre de cette manière-là, mais... Pourquoi vous êtes parti en politique? Parce que la marine marchande dans la politique, c'est quand même pas... C'est deux mondes, et pourquoi Montfermeil? La question d'Anne est pourquoi la politique et pourquoi je suis parti en politique. Très honnêtement. Mais alors, je vais raconter ma vie. La marine marchande, les escales se raccourcissent, la visite des pays de plus en plus difficile. Quand vous passez 1 mois et demi au Cap, vous avez le temps de visiter l'Afrique du Sud. Quand vous passez 6 heures à débarquer un pont de 3000 containers à 40 km de la première ville, ça se restreint. Bon. Je tombe sur la doctrine sociale de l'Église du Tabac, je fais l'IRCOM, l'Institut des relations publiques et de la communication, le pas de bac, j'ai pas de BPC, j'ai rien, ça tombe bien, ils recrutent bac après licence maîtrise ou sur dossier avec 5 années d'expérience professionnelle, j'en avais 10, allez, hop. Donc je rentre dedans, je fais mon bazar, je rencontre 2 personnes, Michel de Pinfin-Tagneau du CICLER, Jean de Saint-Chamas du C2E, doctrine sociale de l'Église appliquée l'un aux collectivités, l'autre aux entreprises, et je cherche du boulot à la sortie. J'étais déjà marié avec 3 enfants, et Michel de Pinfin-Tagneau me dit bah, tiens, tu devrais aller rencontrer le maire de Montfermeil, on a fait un audit pour lui en 85, on était en 87. Je vais voir Pierre Bernard, ancien officier des troupes de marine, c'était un mardi soir, et il me dit bah, très bien, je vous attends demain. Il n'avait rien prévu pour moi, etc. Et plusieurs années, bien longtemps après, il m'a dit quand je vous ai vu, il s'est dit intérieurement, celui-là je ne le rate pas. Bon, donc j'ai commencé le lendemain. J'étais responsable de la communication, parfait. Enfin, le gars partait, il se trouvait que 15 jours après, il donnait sa dème. Je prends la suite. 89, il est réélu, je deviens directeur de cabinet. Donc là, je reprends un peu d'études. J'étais assistant parlementaire. J'ai eu la chance de faire l'IHEDN derrière, à la place de mon maire, qui m'a dit tiens, je te donne ma place. Bon, bref. Bon. Et puis à un moment donné, je fais une petite déprime, parce que de temps en temps je déprime, et donc je me soigne en faisant un DESS en 4 mois. De gestion stratégique des entreprises. Et me disant, bah, je vais repartir dans le privé, j'avais fait un peu le tour, ça faisait 12 ans que j'étais directeur de cabinet, etc. Bon, il se trouve que alors, après c'est un drame, il se trouve que le premier adjoint qui ambitionnait de succéder à Pierre Bernard disparaît tragiquement, et un jour Pierre Bernard vient me voir, il me dit, écoutez, j'arrive à mon 4e mandat, j'ai 67 ans, je voudrais voir mes petits-enfants, est-ce que vous voulez prendre la suite hein? Oui, moi j'étais en train de rechercher où je pouvais aller dans le privé. Bon. Bien sûr, je vais voir Béatrice, mon épouse, qui me dit surtout pas, donc j'ai dit oui. Bon, alors après, je peux vous raconter encore. On habitait à Angers, je travaillais à Montfermeil, je logeais dans une toute petite piole de bonne en haut de la crèche, dans la soupente, et j'achète un appartement à Chelles, la ville d'à côté. Et au dernier moment, on n'a pas le prêt. Ok, bon. Et moi, je faisais tous les week-ends l'aller-retour avec Angers, et le dimanche soir, quand je partais, j'avais les Marie-Véronique et Marie-Alice qui se mettaient les bras en croix devant la porte d'entrée pour dire « Papa, tu pars pas ». Donc c'était quand même sympathique comme ambiance. Ensuite, à Clessouilly, on trouve une maison à Clessouilly. Parfait. Bon, et donc, avec Béatrice, on va signer à l'agence. 2 heures avant de signer, je vous raconte tout pour vous dire que je pense qu'à un moment donné, c'est pas moi qui l'ai décidé. 2 heures, je prends un papier dans ma chambre de bonne. Il y avait un petit garagiste à qui j'avais dit que je cherchais une maison sur Montfermeil. Et il me dit, ah monsieur Leman, j'ai une cliente. Je dis, ah c'est gentil, dans 2 heures je signe et on a trouvé un truc avec les souliers, c'est très sympa. Il insiste, il me casse les pieds. Moi je dis, passez-moi votre papier, je le mets dans ma poche, etc. Je rentre dans la voiture, Béatrice qui me dit, qu'est-ce qu'il disait le garagiste? Rien, c'est bon, on va en mérite. Et qu'est-ce qu'il t'a dit le garagiste? Mais bon, bah, vous savez comment c'est. Bon, donc à un moment je dis à Béatrice, voilà ce qui est... Elle me dit, mais pourquoi Bon, donc je téléphone à la dame, il me dit, écoutez, ça tombe bien, dans 20 minutes, il y a l'agence à qui je confie qui sera là, est-ce que vous voulez venir voir? On y va, et on a signé. Et donc, de la maison, j'appelle l'agence de Clessouilly,
Et j'ai dit, écoutez, voilà, et qui nous avait gardé à la maison, nous avait fait des facilités, enfin, en or. Écoutez, monsieur, je suis obligé de vous avouer, voilà ce qui s'est passé. Écoutez, monsieur le moine, vous êtes heureux, c'est le principal, nous on va la remettre, il n'y a pas de souci. Enfin, le gars, le sourire. Bon, on signe, on a été heureux, 14 ans dans cette maison, avec un grand jardin de 150 mètres de long, 6 mètres de large au départ, 12 mètres de large, c'est une grande friche, on était autosuffisant en confiture, en machin et tout, pendant 14 ans avec, à 9, donc voilà. Sauf que le soir, Béatrice me dit, vous savez, il faut que je te dise quelque chose. Ah oui, eh bien écoute, j'ai fait un vœu, c'était juste avant d'aller signer, j'ai fait... Je sentais pas le truc quand même, et quand on est avec les souillis. Donc j'ai fait un vœu à la Sainte Vierge. Sainte Vierge, trouvez-nous une maison, selon votre cœur, et je partirai 10 ans comme brancardière. Bon, on est partis tous les deux, 10 ans, brancardier à Lourdes, en remerciement de cette maison. Bon, donc il fallait bien qu'à un moment donné, on habite Montfermeil pour pouvoir être élu. Bon. Enfin, on relit les choses après, mais bon, voilà, je sais pas pourquoi. Je pense, je me suis jamais rasé en me disant je vais être maire de quelque chose. Donc vous n'avez pas une ambition politique à la base? Je n'avais pas d'ambition politique à la base, les choses sont venues comme ça. Voilà. Pour répondre, la réponse est plus courte. Merci. Vous avez évoqué Espérance banlieue. Oui. Et vous avez été très actif dans le démarrage d'Espérance banlieue. Est-ce qu'on peut vous demander quel est l'avenir que vous voyez pour Espérance banlieue? Je suis très heureux de ce qu'apporte Espérance banlieue pour tous ces jeunes et pour toutes ces familles. Ce que je souhaiterais, soit c'est l'extension d'Espérance banlieue, soit qu'à un moment les maires qui profitent de ces écoles dans leur ville se disent ce que je me suis dit un jour. J'étais tout content avec mes 150 gamins au cours Alexandre Dumas. Et là, je commençais à me dire, balèze, hein. Et puis, c'est une nuit, là, j'ai rêvé de ça. Et puis tout d'un coup, j'ai eu une angoisse, vraiment une angoisse. Et tes 3000 gamins que tu accueilles tous les matins, tu fais quoi? Alors, c'est facile, c'est l'éducation nationale, c'est pas moi. Bon. Et c'est là qu'on a repris, j'avais un inspecteur d'académie remarquable, et on a repris toutes nos politiques éducatives de la crèche jusqu'à la mission locale, de la naissance jusqu'à 25 ans. Et c'est comme ça qu'on a pu relever le niveau. Enfin, je vous ai donné quelques résultats. Donc ça a été pour nous un aiguillon fantastique, à telle enseigne que 8 ans après, eh ben, il y avait très peu d'enfants montfermeillois, alors qu'au début c'était 150 gamins de Montfermeil, ça venait plutôt de l'extérieur. Après il y avait un modèle économique qui n'avait pas pu se trouver sur Montfermeil, contrairement aux autres. Voilà. Mais, et ça a été pour nous un aiguillon. Donc cette vérité, enfin cette exigence pédagogique, cette ambition de faire connaître, respecter, aimer. Enfin, on pourrait, je crois, calquer, me semble-t-il, cette devise à ce qui est vécu. Cet accompagnement personnalisé des enfants et des familles. On sème dans les cœurs et dans les intelligences de ces enfants et de leurs parents des choses qui produiront en leur temps ce qu'elles doivent produire. En tout cas, on n'a pas le droit de ne pas le faire. Donc, je ne souhaite qu'une chose, c'est que de plus en plus de collègues puissent en profiter et que ce soit en même temps un aiguillon pour ceux qui en bénéficient en disant bon, ben, c'est bien, il y en a 150 dont on s'occupe très bien, et moi, est-ce que je fais tout ce qu'il faut? Voilà, et je pourrais vous parler des projets de service où on a été voilà, enfin, très au fond d'un certain nombre d'exigences pédagogiques, remettre les parents à la première place, les restituer dans leur rôle de premier éducateur de leurs enfants, etc. Et avec des personnels qui eux-mêmes s'épanouissent à ça, découvrent des choses qu'ils n'avaient jamais rencontrées, et me disent même bah moi j'ai changé ma manière d'éduquer mes enfants. Bon, sympa, on voit que ça voilà. Donc que ça s'étende. Alors c'est compliqué parce que je dirais il n'y a personne il y a eu un moment, ça s'est durci ces dernières années hein, pour développer politiquement, dommage, alors que c'était très bien parti. Mais surtout que les villes où ils sont se posent des questions et que mes collègues maires puissent se poser des questions. C'est ce que je souhaite. Voilà. Merci. Et merci pour ce que vous faites à Toulouse.
Oui, je voulais savoir s'il y avait d'autres exemples de réussite, ou je ne sais pas si on peut appeler ça de réussite, d'autres modèles de réussite politique au niveau de mairie ou d'autres initiatives entrepreneuriales ou associatives qui mériteraient d'être citées en exemple ou d'être suivies en France. Écoutez, il y a certainement d'autres endroits en France, d'autres mairies où les choses, enfin j'imagine, je ne partage pas avec beaucoup de mes collègues ce qui est fait à Montfermeil. Alors, fut un temps où j'avais pas mal de visites, plutôt de parlementaires, plutôt de hauts fonctionnaires, qui venaient voir à Montfermeil ce qui se faisait, et j'étais dans mes propos aussi libre que j'étais ce soir, et où je donnais mes fondamentaux. Là, je vais accueillir une quarantaine d'étudiants qui sont en Master 2, accompagnés par des préfets. Je vais leur dire la même chose que je vous dis ce soir, cash, etc. Non. Mais alors j'ai reçu quelques collègues de quelques villes qui sont venus voir ce qu'on faisait sur la linguistique, parce qu'on a vraiment quelque chose de très particulier sur la linguistique, l'apprentissage du français, sur le défilé des cultures aussi, qui voulaient faire la même chose chez eux. J'ai été pendant 9 ans au Conseil national des villes. Je me suis plutôt heurté à mes camarades, camarades dans tous les sens du terme souvent, que voilà, même si j'ai été défendu par un communiste, l'ancien maire de Vaux-en-Velin, j'ai oublié son nom, je ne sais plus comment il s'appelle, voilà, Maurice Charrier, Coco, mais voilà, Coco patriote. Oui, on était raccord, mais bon. Non, j'ai pas. Voilà. Après, c'est les associations dont je vous ai parlé, la mission Ismérique, voilà, Le Rocher, Espérance Banlieue, et il y en a très certainement d'autres que je ne connais pas, hélas. Mais dans les politiques, non. Vous n'êtes pas en lien avec d'autres ou quoi, ou avec... Non, je ne suis même plus dans les associations d'élus. J'étais à Ville et Banlieue, qui était le club, je dirais, des villes en renouvellement urbain et en politique de la ville. Il y a encore 10 ans, on pouvait parler de choses. Enfin, c'est fini aujourd'hui, c'est devenu techno. Enfin, c'est non. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de conversions musulmanes, chrétiennes? Parce qu'on dit qu'il y en a beaucoup, on parlait de missionnarisme. Alors, sur la question de la conversion des personnes musulmanes, oui. C'est un phénomène réel en France. Là où j'en entends parler le plus, c'est en direction des évangélistes, dans l'Église catholique également pour un certain nombre. En tout cas, en Seine-Saint-Denis, les évangélistes sont très, très, très présents, très puissants, très, très influents. Je connais très bien Saïd Oujibou, par exemple. J'ai ce sera en off, mais dans mon équipe, j'ai une jeune femme qui est maire adjointe, c'est son premier mandat, d'origine sénégalaise, de famille musulmane, et qui s'est convertie. Voilà, courageusement, très courageusement. Ça existe. Et puis après, il y a des belles amitiés spirituelles. Belles amitiés spirituelles qui, voilà, après chemineront comme elles doivent cheminer. Mais là aussi, ça existe, et on sent des interpellations, enfin des cœurs qui travaillent. Enfin, j'ai eu la chance des fois de recevoir des confidences où je vois qu'il y a un chemin spirituel qui se fait. Voilà. Après, c'est de très beau cadeau qui nous est donné. Une dernière question peut-être? Oui. Cela fait longtemps que vous êtes maire. Vous avez expliqué que donc l'État vous a dépossédé de certaines de vos prérogatives. Et donc du coup, est-ce que dans ce contexte-là, vous gardez le moral, entre guillemets? Est-ce que vous voyez maire exercer cette fonction longtemps ou... Voilà, parce que... Bon. Mes 2 premiers mandats ont été des mandats en mode commando,
où on a fait des choses de folie et où je me suis amusé. Et je crois que j'étais heureux. Le troisième mandat et celui-là sont des mandats très durs. Le dernier mandat, on s'est fait déposséder du développement économique, ordures ménagères, assainissement, ça c'est technique, politique de la ville, aménagement, j'en oublie parce que je suis fatigué, mais en gros, tous les aspects régaliens d'un maire et qui permet de façonner une ville en termes d'urbanisme, d'architecture, etc., sont passés au territoire. Et donc tout à l'heure, quand je me suis présenté tout à l'heure, on peut dire, bah, tiens, celui-là c'est un cumulard. Non, parce que d'abord, on ne cumule pas les indemnités, contrairement, enfin, en tout cas dans la métropole de Grand Paris, on ne cumule pas. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, je suis allé là où désormais les décisions se prennent pour ma ville, parce que autrement, si je n'étais pas et au territoire et à la métropole, eh bien, je passerais à côté de tout. Et un maire, c'est 40 métiers différents, mais c'est 40 métiers unifiés dans une vision globale. Et tout répond à tout. Bon. Donc c'est très dur, c'est très lourd, c'est très, très frustrant. Et si je ne m'écoutais que moi, par moments, c'est tout d'envoyer promener, prendre ma retraite et puis faire autre chose, quoi, j'en sais rien. Mais voilà. Après, il y a la confiance que la population m'a donnée. Et quand je vois, je parlais tout à l'heure, quelles étaient les joies que je pouvais avoir. Quand j'ai un gamin, quand je sors la moto, parce que je suis motard, donc quand je sors la moto le matin et que j'ai un collégien de la résidence des Bosquets qui passe sur le trottoir et qui dit bonne journée monsieur le maire, comme ça, je me dis, il y a 10 ans, en 2006, on a vécu plusieurs mois sous protection policière 24/24. J'ai deux enfants qui se sont fait agresser, 2 filles, dont l'une n'est jamais revenue vivre à Montfermeil depuis 2006. 2 tentatives d'incendie de la maison, de lapidation, etc. Enfin, on a vécu des choses extrêmement dures. Donc quand je vois un petit jeune qui me dit « Bonjour monsieur le maire, bonne journée », etc., je me dis « Quel changement !» Et ça éclaire la journée. Quand j'ai des personnes, des petites gens, c'est pas péjoratif, qui traversent « Merci monsieur le maire ». Ah bon, qu'est-ce que j'ai fait? C'est juste une ampoule qu'on a remis ou un truc qu'on a débarrassé, enfin, bah, qui fait partie du boulot. Et je dis, voilà, ça, voilà. Mes satisfactions, elles sont uniquement de cet ordre-là. Mais elles ne sont pas, je suis président d'une interco, 14 villes qui n'ont jamais travaillé ensemble, qui ne veulent pas travailler ensemble, alors qu'on a des compétences clés dans les mains, je me tue, je me ruine la santé à essayer, etc. Puis, bon, je suis plutôt dans l'exercice, non pas solitaire du pouvoir, mais enfin j'aime bien que les choses avancent, etc. Sauf que voilà, quand il y a un maire, il y a des adjoints, mais il y a une tête de liste. Là, on est 14 maires, donc on a tous la même légitimité. Donc je suis juste le premier parmi les autres, mais c'est tout. Donc, bon, c'est épuisant. Nerveusement, c'est épuisant, c'est démoralisant. Mais j'ai du mal à abandonner les populations qui m'ont fait confiance. Et il y a trop de marques touchantes de gens qui bon, mais ça vient. Et sur les 2 premiers mandats, je pouvais dire, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, je pouvais encore dire, que puis-je faire pour peser sur les événements. Aujourd'hui, je considère qu'on est dans un déroulement, enfin dans un enchevêtrement de phénomènes, enfin d'événements, où la seule chose que je puisse poser comme question, c'est comment vais-je me comporter dans les événements. Je n'ai plus prise, nous n'avons plus prise sur un certain nombre d'événements, on l'a vu, me semble-t-il, à foison durant ces 2 dernières années sur un tas de sujets. Voilà. Comment vais-je me comporter dans les événements? Alors, ce qui est une manière d'influer sur eux, puisque toute attitude n'est jamais neutre par rapport à ce qui se passe, mais on n'a plus la maîtrise, voilà. Les choses se sont emballées, les pouvoirs sont ailleurs, les politiques sont quand même impuissants, il faut le savoir. Enfin, je dirais, on vit dans une fiction. Hein. On est dans une fiction économique, on est dans une fiction politique, on est dans une grande fiction. Le théâtre marche encore, mais c'est une fiction. Les pouvoirs, les décisions, les logiques, elles sont quand même ailleurs, l'argent est ailleurs, faut se le dire quand même. Voilà. Donc on essaie de tenir, moi comme maire, ça fait 4-5 ans que j'initie le maximum de personnes à la permaculture. Ça c'est le côté bobo. Bon,
c'est pas que ça. Je me dis, on a la chance, on a de grands parcs, il y a un parcellaire de base de 500 mètres carrés pour les jardins. Bon, peut-être que je serais content d'avoir plusieurs centaines de personnes formées à la permaculture. Nous-mêmes, on a ouvert des terrains un peu partout pour les familles. Voilà. On a encouragé, on donne des cours d'apiculture. Voilà. Et il y a plusieurs centaines de ruches sur la ville de Montfermeil. Je suis très heureux qu'on sache, qu'on puisse produire plusieurs tonnes de miel sur la ville de Montfermeil. Je regarde comment cette ville pourrait fonctionner en mode dégradé. J'essaie de voir, et le Covid a été propice à ça, quelles sont les nouvelles solidarités que l'on peut faire naître. Durant le Covid, j'ai transformé en l'espace d'un week-end un gymnase en laverie industrielle. Les Turcs m'ont dit, monsieur le maire, on veut bien rouvrir nos ateliers, demandez au préfet de nous autoriser à ouvrir les entrepôts pour prendre les tissus, et on va vous faire 10 000 blouses. Donc on a fait 10 000 blouses, une laverie industrielle, où on lavait 1000 blouses par jour pour redonner ça aux infirmières sur les 3 hôpitaux, le Montfermeil, Aulnay et Montreuil. Et j'ai 300 personnes qui se sont mobilisées là-dessus, et on a pu faire tourner nos personnels de santé dans des conditions à peu près correctes. On a dévalisé tous les carrossiers, tous les pâtissiers, les boulangers, machin, enfin, toutes les professions qui à un moment donné ou un autre se protègent, soit avec des charlottes, soit avec des surblouses ou des masques. On les a tous dévalisés comme tout le monde. On a fait voilà, comme ça on a pu alimenter nos hôpitaux. J'ai été chercher en province avec la police municipale des mètres cubes de gel hydroalcoolique, etc. On a ravi, bon bref. Bon, et ça, ces 300 personnes-là, elles sont là. Et on continue à essayer. Voilà. Et je sais que j'ai 300 personnes disponibles, pareil pour les distributions alimentaires. Et Dieu sait si en Seine-Saint-Denis, elles ont été prisées. Bon, donc là, voilà, et bon, j'ai des gens qui sont commerçants, qui sont grossistes, enfin bon, qui connaissent bien Rungis et tous les circuits officiels et moins officiels de l'alimentation, etc. Bon, voilà, je sais que je peux, voilà, sur d'autres sujets, j'ai des entreprises, je sais qu'elles peuvent à tout moment me faire un plan de balisage et de circulation de la ville si je dois contrôler un certain nombre de choses. Donc, tranquillement dans ma tête, méthodiquement, je me mets en mode dégradé. Moi j'ai un proverbe de marin, c'est envisager le pire, espérer le meilleur. Voilà, comme ça, c'est tout. Mais quand même, quoi, je regarde ce qui se passe, quoi. Et encore un grand merci